Les mémoires de Sherlock Holmes par Sir Arthur Conan Doyle. La figure jaune. Les dons exceptionnels de mon compagnon m'ont permis d'être l'auditeur et parfois l'acteur de drames étranges. En publiant ces croquis tirés de dossiers innombrables, j'insiste tout naturellement davantage sur les succès de Holmes que sur ses échecs. Ne croyez pas que je le fasse dans l'intérêt de sa réputation. C'était en effet dans les cas où toutes ses ressources paraissaient épuisées qu'il déployait une énergie et une vivacité d'esprit absolument admirables. La raison est ailleurs. Là où il échouait, personne d'autre, généralement, ne réussissait. Du coup, l'affaire s'enterrait avant d'avoir reçu une conclusion. Il arriva tout de même que Holmes se trompa, et que la vérité fut néanmoins tirée du puits. Je possède des notes sur une demi-douzaine de cas de ce genre. L'affaire de la deuxième tâche et celle que je vais vous raconter sont les deux qui présentent un maximum d'intérêt. Sherlock Holmes prenait rarement de l'exercice par amour de l'exercice. Peu d'hommes, à ma connaissance, étaient capables d'un plus grand effort musculaire et sans contestation possible, il comptait parmi les meilleurs boxeurs à son poids. Mais il considérait l'effort physique sans objet, comme un gaspillage d'énergie. S'il se remuait, cela faisait partie de son activité professionnelle. Il était alors infatigable. Son régime alimentaire péchait plutôt par un excès de frugalité que par une trop grande richesse. Ses habitudes fort simples frôlaient l'austérité. En dehors de la cocaïne dont il usait par intermittence, je ne lui connaissais pas de vice. D'ailleurs, lorsqu'il se tournait vers la drogue, c'était pour protester à sa manière contre la monotonie de l'existence, sous le prétexte que les affaires étaient rares et les journaux sans intérêt. Cette année-là, le printemps s'annonçait précoce. Holmes rompit un après-midi avec ses habitudes pour faire une promenade dans Hyde Park en ma compagnie. Les premières touches de verre égayaient les ormes, les poisseuses barbes des noisettes commençaient à jaillir de leurs quintuples feuilles. Pendant 2 heures, nous marchâmes pour le plaisir de marcher, le plus souvent sans échanger une phrase, comme il sied à 2 hommes qui se connaissent intimement. Quand nous nous retrouvâmes dans Baker Street, il était près de 5 heures. Notre groom nous arrêta sur le seuil de la maison. « Pardon, monsieur, un monsieur vous a demandé, monsieur. » Holmes m'accabla d'un regard lourd de reproches. « Voilà bien les promenades, » s'écria-t-il. « Ce monsieur est reparti ? » ?»« Oui, monsieur. »« Vous ne lui avez pas dit d'entrer ? » ?»« Si, monsieur. Il est entré. »« Combien de temps a-t-il attendu ? » ?»« Une demi-heure, monsieur. C'était un monsieur bien agité, monsieur. Il marchait, il n'a pas arrêté de tout le temps qu'il est resté ici. J'attendais à la porte, monsieur, et je l'entendais. À la fin, il est sorti dans le couloir et il a crié « Est-ce que cet homme ne va jamais rentrer ?» Tel que je vous le dis, monsieur. J'ai répondu « Vous n'avez qu'à attendre un petit peu encore. » Il m'a dit « Alors je vais attendre au grand air, car je me sens comme si j'étouffais. Je vais revenir bientôt. » Là-dessus, il est sorti. Rien de ce que je lui ai dit n'a pu le retenir. « Bon, vous avez fait pour le mieux, » dit Holmes tandis que nous pénétrions dans notre salon. « C'est tout de même assommant, Watson. J'avais vraiment besoin d'une affaire pour me distraire, et d'après l'impatience de ce client, j'en aurais eu une, importante, sans doute. »« Alors, sur la table, ce n'est pas votre pipe. Il doit avoir oublié la sienne. Une belle pipe en vieille bruyère, avec un bon tuyau terminé par ce que le marchand de tabac appelle de l'ambre. Je me demande combien il y a à Londres de vrais tuyaux de pipe en ambre. On m'a affirmé que lorsqu'il y avait une mouche dedans, c'était un signe d'authenticité. Voici une industrie. Mettre de fausses mouches dans du faux ambre. Eh bien, il faut que notre visiteur ait été très troublé pour oublier une pipe à laquelle il attache un grand prix. Comment savez-vous qu'il y attache un grand prix ? Voyons. Cette pipe coûte à l'achat 7 shillings et 6 pence. Or, elle a été 2 fois réparée. Une fois dans le tuyau en bois, une fois dans l'ambre. Ces 2 réparations ont été faites, comme vous le remarquez, avec des bagues d'argent qui ont dû coûter plus que la pipe. L'homme qui préfère raccommoder sa pipe plutôt que d'en acheter une neuve pour le même prix, y attache en principe une grande valeur. « Rien d'autre ? » interrogeai-je. Holmes tourna et retourna la pipe dans sa main, et il la contemplait pensivement à sa manière.
Il la leva en l'air et la tapota de son long index maigre, comme aurait fait un professeur dissertant sur un os. « Les pipes sont parfois d'un intérêt extraordinaire, dit-il. Je ne connais rien qui ait plus de personnalité, sauf peut-être une montre ou des lacets de chaussures. Ici, toutefois, les indications ne sont ni très nettes ni très importantes. Le propriétaire de cette pipe est évidemment un gaucher solidement bâti qui possède des dents excellentes, mais qui est assez peu soigné et qui ne se trouve pas contraint de pratiquer la vertu d'économie. Mon ami me livra tous ces renseignements avec une nonchalance affectée, car je le vis me regarder du coin de l'œil pour savoir si j'avais suivi son raisonnement. « Vous pensez qu'un homme qui fume une pipe de 7 shillings doit vivre dans l'aisance, dis-je. Voici du tabac de Grosvenor à 8 pence les 30 grammes, me répondit Holmes en faisant tomber quelques miettes sur la paume de sa main. Comme il pourrait acheter du très bon tabac pour un prix moitié moindre, il n'a pas besoin d'être économe. Et les autres points ? Il a pris l'habitude d'allumer sa pipe à des lampes ou à des flammes de gaz. Regardez, là, sur un côté, elle est toute carbonisée. Une allumette ne ferait pas ces dégâts. Personne ne tient une allumette à côté de sa pipe. Mais personne non plus ne peut allumer une pipe à une lampe sans brûler le fourneau. Et le fourneau est brûlé du côté droit. J'en déduis donc que ce fumeur est un gaucher. Approchez votre pipe près de la lampe. Comme vous êtes droitier, tout naturellement, c'est le côté gauche que vous exposez à la flamme. Vous pourriez de temps en temps exposer le côté droit, mais vous ne le feriez pas habituellement. Or, cette pipe n'est brûlée que du côté droit. Par ailleurs, l'ambre a été mordu, abîmé, ce qui suppose un fumeur musclé et énergique, et pourvu d'une excellente dentition. Mais si je ne me trompe pas, le voilà dans l'escalier. Nous allons avoir à étudier quelque chose de plus intéressant que sa pipe. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, et un homme jeune de grande taille pénétra dans notre salon. Il était vêtu avec une simplicité de bon goût. Costume gris foncé, chapeau de feutre marron. Je lui aurais à peine donné 30 ans. En réalité, il en avait un peu plus. « Je vous prie de m'excuser, » commença-t-il, vaguement confus. « Je crois que j'aurais dû frapper. » « Oui, bien sûr, j'aurais dû frapper à la porte. Le fait est que je suis un peu bouleversé, alors mettez cet oubli sur le compte de mes ennuis. » Il passa la main sur son front, comme quelqu'un à demi hébété, avant de tomber sur une chaise. « Je vois que vous n'avez pas dormi depuis 2 ou 3 jours, » dit Holmes avec une gentillesse spontanée. « Le manque de sommeil met les nerfs d'un homme à l'épreuve, plus que le travail, et même plus que le plaisir. Puis-je savoir comment je pourrais vous aider ? » « Je voulais votre avis, monsieur. Je ne sais pas quoi faire, et c'est toute ma vie qui s'effondre. » « Vous désirez me consulter en tant que détective ? » ?»« Pas cela seulement. Je veux l'opinion d'un homme de bon jugement, d'un homme du monde aussi. Je veux savoir ce que je devrais faire. J'espère que vous serez capable de me le dire. » Il s'exprimait par petites phrases qui étaient autant d'explosions. J'eus l'impression que parler lui était très pénible et que sa volonté luttait pour dominer son penchant au mutisme. « Il s'agit d'une chose très délicate, » nous expliqua-t-il. « On n'aime pas parler de ces affaires domestiques aux étrangers. Cela me semble terrible de discuter de la conduite de ma femme avec 2 hommes que je n'ai jamais vus auparavant. C'est horrible d'avoir à le faire, mais je n'en peux plus. Il me faut un conseil. »« Mon cher monsieur Grant Munro, » commença Holmes. Notre visiteur bondit de sa chaise. « Comment ? » s'écria-t-il. « Vous connaissez mon nom ? » « Lorsque vous tenez à préserver votre incognito, » répondit Holmes en souriant, « permettez-moi de vous conseiller de ne plus porter votre nom gravé sur la coiffe de votre chapeau, ou alors tournez la calotte vers la personne à qui vous vous adressez. J'allais vous dire que mon ami et moi nous avons entendu dans cette pièce beaucoup de secrets troublants, et que nous avons eu la chance d'apporter la paix à quantité d'âmes en peine. J'espère que nous en ferons autant pour vous. Puis-je vous demander, car il se peut que le temps soit précieux, de me communiquer sans attendre davantage les éléments de votre affaire ? » Notre visiteur se passa une main sur le front, comme s'il éprouvait une sensation très douloureuse. Tous ses gestes, tous les jeux de sa physionomie révélaient un homme réservé, peu communicatif, avec une pointe d'orgueil, vraiment mieux disposé à cacher ses blessures qu'à les étaler.
Puis tout à coup, avec le geste farouche de quelqu'un qui rejette par-dessus bord toute pudeur et toute discrétion, il commença. « Voici les faits, monsieur Holmes. Je suis marié depuis 3 ans. Pendant ces 3 ans, ma femme et moi, nous nous sommes aimés l'un l'autre et nous avons vécu dans le bonheur comme, je vous assure, peu d'époux l'ont fait. Nous avons toujours été d'accord en pensée, en parole, en actes. Et maintenant, depuis lundi dernier, une barrière s'est subitement élevée entre nous. Et je découvre que dans sa vie et dans ses préoccupations, il y a quelque chose que je connais aussi peu que si elle était une passante de la rue. Nous sommes devenus des étrangers. Et je voudrais savoir pourquoi. Cela dit, et avant d'aller plus loin, mettez-vous bien dans la tête, monsieur Holmes, qu'Effie m'aime. Aucun malentendu à ce sujet, n'est-ce pas? Elle m'aime, avec tout son cœur et toute son âme. Et jamais elle ne m'a aimé davantage, je le sens, je le sais. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Un homme peut dire assez facilement quand une femme l'aime, mais voilà. Il y a ce secret entre nous, et nous ne pourrons jamais redevenir les mêmes avant qu'il soit éclairci. Ayez l'obligeance de me mettre au courant des faits, monsieur Monroe, interrompit Holmes avec une légère impatience. Je vais vous dire ce que je sais de la vie d'Effie. Elle était veuve quand je l'ai rencontrée pour la première fois, et pourtant elle était jeune, 25 ans seulement. Elle s'appelait alors Madame Hébron. Elle était allée en Amérique quand elle était enfant et elle avait vécu dans la ville d'Atlanta. Ce fut là qu'elle épousa ce Hébron, avocat pourvu d'une bonne clientèle. Ils eurent un enfant, mais une épidémie de fièvre jaune se déclara dans la ville et le mari et l'enfant furent emportés par le mal. J'ai vu le certificat de décès. Dégoûtée de l'Amérique, elle revint habiter chez une vieille tante, à Pinner, dans le Middlesex. Je puis dire que son mari lui avait laissé une aisance confortable, et qu'elle avait un capital d'environ 4500 livres qu'il avait si bien fait fructifier qu'il lui rapportait en moyenne du 7%. Elle était à Pinner depuis 6 mois quand je la rencontrai. Ce fut le coup de foudre réciproque, et nous nous mariâmes quelques semaines plus tard. Je suis moi-même marchand de houblon. Comme j'ai un revenu annuel de 700 ou 800 livres, nous nous trouvâmes dans une situation financière prospère, et nous louâmes à Norbury une jolie villa pour 80 livres par an. Bien que ce soit près de Londres, nous sommes presque en pleine campagne. Un peu plus haut, il y a une auberge et 2 maisons, ainsi qu'une autre villa juste à l'extrémité du champ qui nous fait face. En dehors de cela, pas d'autres habitations, jusqu'à ce que l'on arrive près de la gare. Mes affaires m'amènent à la City, dans certaines périodes de l'année, mais en été j'ai moins de travail. Aussi, dans notre maison de campagne, ma femme et moi coulions des jours parfaits. Je vous le répète, jamais une ombre ne s'est glissée entre nous jusqu'au début de cette maudite histoire. Ah, que je vous précise un détail. Quand nous nous sommes mariés, ma femme m'a cédé tous ses biens. C'était plutôt contre mes idées, car si mes affaires avaient mal marché, nous aurions été dans de beaux draps. Mais elle y tenait, et ce fut fait. Eh bien, voici à peu près 6 semaines, elle vint me dire « Jack, lorsque je t'ai donné mon argent, tu m'as bien déclaré que lorsque je voudrais une certaine somme, je n'aurais qu'à te la demander. » « Bien sûr, lui répondis-je, il est toujours à toi. »« Alors, dit-elle, je voudrais 100 livres. » Je fus un peu surpris. Je m'étais imaginé qu'elle avait tout simplement envie de s'acheter une nouvelle robe, ou quelque chose comme ça. « Et pourquoi faire ?» demandai-je. « Oh, fit-elle, avec son enjouement habituel. Tu m'as dit que tu serais mon banquier. Les banquiers ne posent jamais de questions, tu sais. Si réellement tu veux cet argent, tu l'auras. Ah oui, je le veux réellement. Eh bien, tu ne peux pas me dire pourquoi faire? Un jour peut-être, mais pas tout de suite, Jack. Je dus donc me contenter de cette dérobade. C'était pourtant la première fois qu'il y avait un secret entre nous. Je lui remis un chèque et je n'y pensais plus. Peut-être cet incident n'a-t-il rien à voir avec la suite, mais j'ai préféré le mentionner. Je vous ai dit qu'il y avait une autre villa, non loin de la nôtre. Un champ nous en sépare. Mais pour y accéder, il faut prendre la route, puis tourner dans un petit chemin. Juste après, derrière la villa, s'étend un agréable petit bois de pins d'Écosse. J'avais pris l'habitude d'aller me promener par là, car les arbres sont toujours de bons voisins. Depuis 8 mois que nous nous étions installés à Norbury, nous n'avions vu personne dans la villa. Elle était vide, inoccupée,
Et c'était dommage, car elle avait un porche ancien, tout couvert de chèvrefeuilles, 2 étages. Plus d'une fois je m'arrêtais devant, pour la contempler, et je me disais qu'elle ferait une ravissante petite ferme. Bon. Lundi soir, je descendais à pied par là, quand je croisai un fourgon vide qui remontait le petit chemin. Sur la pelouse à côté du porche étaient déballées toutes sortes de choses, des tapis, etc. C'était clair, la villa, enfin, avait été louée. Je l'allongeais, la dépassais, puis m'arrêtais, comme tout flâneur aurait pu le faire pour la regarder, et je me demandais quelle sorte de gens venaient habiter si près de chez nous. Et tandis que je regardais, je pris soudain conscience qu'une figure m'observait, par l'une des fenêtres du haut. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur cette figure, monsieur Holmes, mais j'en ai eu la chair de poule. J'étais à quelque distance et je ne pouvais pas bien distinguer ses traits. Pourtant, elle donnait l'impression de quelque chose d'anormal, d'inhumain. Du moins fût-ce ce que je ressentis. J'avançai rapidement pour voir de plus près qui m'observait ainsi, mais lorsque j'approchai, la figure disparut soudain, si vite qu'elle paraissait avoir été arrachée de la fenêtre et rejetée dans la pièce obscure. Je demeurai là 5 minutes à réfléchir, à essayer d'analyser mes impressions. Je ne pouvais affirmer si c'était une figure d'homme ou de femme. Sa couleur m'avait frappé, plus que tout. Imaginez une figure d'un jaune livide, mat, avec quelque chose de figé et de rigide, affreusement monstrueuse. J'étais si troublée que je résolus d'en savoir davantage sur les nouveaux habitants de la villa. J'allais frapper à la porte. On m'ouvrit immédiatement. Je me trouvai face à face avec une grande femme décharnée, au visage rébarbatif. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanda-t-elle. Elle avait l'accent du Nord. « Je suis votre voisin ?» répondis-je en désignant ma maison. « Je vois que vous venez seulement d'emménager, et je pensais que si je pouvais vous être d'une aide quelconque. »« Oui ? Eh bien, quand on aura besoin de vous, on ira vous chercher. » Sur quoi, elle me claqua la porte au nez. Mécontent de cette grossière rebuffade, je fis demi-tour et revins chez moi. Toute la soirée, bien que je me fusse efforcé de penser à autre chose, j'étais obsédé par l'apparition à la fenêtre de la figure jaune et les manières hargneuses de la locataire. Je décidai de ne pas parler de l'apparition à ma femme. Elle est en effet d'un tempérament nerveux, exalté, et je ne jugeais pas utile de lui faire partager une impression aussi désagréable. Avant de m'endormir, je lui dis toutefois que la villa était maintenant occupée. Elle ne me répondit rien. D'habitude, j'ai un sommeil de plomb. Dans ma famille, il est de tradition de plaisanter sur mes facultés de dormeur. En principe, rien ne saurait me réveiller la nuit. Mais ce soir-là, soit par suite de l'incident qui m'avait agacé, soit pour toute autre raison, je dormis beaucoup moins lourdement. Et un peu comme dans un rêve, je me rendis compte confusément que ma femme s'était levée, habillée, qu'elle mettait un manteau et un chapeau. J'ouvrais la bouche pour lui signifier ma surprise et pour lui adresser une remontrance touchant une toilette aussi prématurée, quand mes yeux à demi ouverts remontèrent jusqu'à son visage qu'éclairait la flamme d'une bougie. La stupéfaction scella mes lèvres. Elle m'apparut, telle que je ne l'avais jamais vue auparavant, telle que je ne l'aurais jamais cru capable de devenir. Elle était mortellement pâle. Elle avait le souffle rapide, elle haletait presque, elle jetait des coups d'œil furtifs dans la direction du lit tout en enfilant son manteau pour s'assurer que je dormais toujours et qu'elle ne m'avait pas réveillée. Mon immobilité et ma respiration régulière l'ayant rassurée, elle s'échappa, sans bruit, de notre chambre. Un moment plus tard, j'entendis un grincement aigu qui ne pouvait provenir que des gonds de la porte d'entrée. Je me dressai sur mon séant et me pinçai vigoureusement pour savoir si je rêvais ou non. Je regardai ma montre. Il était 3 heures. Que diable pouvait faire ma femme sur une route de campagne à 3 heures du matin? Il y avait bien 20 minutes que je tournais et retournais tout cela dans ma tête pour trouver une explication plausible, et plus je réfléchissais, plus je me heurtais à de l'extraordinaire, à de l'inexplicable. Quand j'entendis la porte d'entrée se refermer doucement, et ses pas monter l'escalier. « Où donc es-tu allée, Effie ?» lui demandai-je quand elle rentra dans notre chambre. Elle tressaillit violemment et elle poussa une sorte de cri étouffé quand elle m'entendit. Ce cri et ce sursaut me troublèrent plus que tout le reste, car ils traduisaient indiscutablement un sentiment de culpabilité.
Ma femme avait toujours été d'un naturel franc et ouvert. Il y avait de quoi frémir à la voir pénétrer comme une voleuse dans sa propre chambre, et crier et chanceler lorsque son mari lui adressait la parole. « As-tu réveillé, Jack ?» s'exclama-t-elle, dans un petit rire nerveux. « Moi qui croyais que rien ne pouvait t'éveiller. »« Où es-tu allé ?» répétai-je, avec une sévérité accrue. « Ton étonnement ne me surprend pas, tu sais, » me dit-elle. Tandis qu'elle déboutonnait son manteau, je voyais ses doigts trembler. « Ma foi, » reprit-elle, « je ne me rappelle pas avoir jamais fait une chose pareille. Le fait est que je me sentais comme si j'étouffais, et que j'avais besoin de respirer au grand air. Je crois réellement que je me serais évanouie si je n'étais pas sortie. Je suis restée debout devant la porte quelques minutes, et maintenant ça va tout à fait bien. » Pendant qu'elle me débitait son histoire, elle ne me regarda pas une fois dans les yeux, et sa voix n'avait pas du tout ses intonations habituelles. Je fus convaincue qu'elle me mentait. Je ne répondis pas. Je me retournai face au mur, le cœur brisé, l'esprit débordant de doutes et de soupçons empoisonnés. Que me cachait ma femme? Où était-elle allée pendant cette expédition bizarre? Je sentis que je ne connaîtrais plus de paix avant de savoir, et cependant, je me retins de le lui redemander, parce qu'elle m'avait menti, une fois. Tout le reste de la nuit, je m'agitais, en quête d'une théorie qui conciliât la vérité et notre bonheur. Je n'en trouvais point de vraisemblable. Ce jour-là, j'aurais dû me rendre à la City, mais j'avais l'esprit trop perturbé pour m'intéresser à mes affaires. Ma femme semblait aussi bouleversée que moi. D'après les rapides regards interrogatifs qu'elle me lançait, je vis qu'elle avait compris que je ne la croyais pas, et qu'elle ne savait vraiment plus quoi faire. Pendant le petit déjeuner, nous n'échangeâmes pas de phrases. Immédiatement après, je sortis pour marcher, et repassai dans ma tête toute l'affaire, à l'air frais du matin. J'allai jusqu'au Crystal Palace, passai 1 heure dans le parc, et je fus de retour à Norbury vers 1 heure de l'après-midi. Mon chemin me mena près de la villa de l'apparition. Je m'arrêtai un instant pour regarder les fenêtres, dans l'espoir de pouvoir mieux étudier la figure invraisemblable que j'avais observée la veille. Jugez de ma stupéfaction, monsieur Holmes, quand la porte s'ouvrit et que ma femme sortit. À sa vue, je fus frappé de stupeur, mais mon émotion ne fut rien à côté de celle qui chavira ses traits quand nos regards se croisèrent. Un instant, je crus qu'elle allait rentrer en courant dans la maison, mais elle se rendit compte que toute feinte serait inutile. Alors elle s'avança vers moi. Elle avait un visage blême et des yeux épouvantés qui démentaient le sourire que ses lèvres arborèrent. « Oh, Jack !» fit-elle. « Je suis allée voir si je ne pouvais pas aider nos nouveaux voisins. Pourquoi me regardes-tu comme ça, Jack? Tu n'es pas fâché contre moi, dis. »« Donc, répondis-je, voilà où tu es allé cette nuit. »« Que veux-tu dire ? » ?»« C'est ici que tu es allé, j'en suis sûre. Quels sont ces gens à qui tu vas rendre visite à pareille heure ? » ?»« Je n'y étais pas allée, déjà, Jack. »« Comment peux-tu articuler ce que tu sais être un mensonge ? Ta voix n'est plus la même. Moi, jamais je ne t'ai caché quoi que ce soit. Je vais entrer, je saurai bien ce qu'il en est. »« Non, Jack, pour l'amour de Dieu !» s'écria-t-elle. « Je te jure qu'un jour tu sauras tout, mais si tu vas dans cette ville-là, tu ne provoqueras que du malheur. » Comme j'essayais de l'écarter, elle s'accrocha à moi dans une supplication frénétique. « Aie confiance en moi, Jack !» cria-t-elle. « Fie-toi à moi pour cette fois seulement. Tu n'auras jamais à le regretter. Tu sais bien que je ne te cacherai jamais rien, sauf par amour pour toi. Notre existence entière se joue là-dessus. Si tu rentres avec moi chez nous, tout sera bien. Si tu entres de force dans cette villa, tout sera fini entre nous. » Dans son attitude, il y avait une telle gravité, un tel désespoir que je m'arrêtai devant la porte, ne sachant plus que faire. « Je te croirai, à une condition, et à une seule condition, » lui dis-je enfin. « C'est qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de mystère. Tu as le droit de garder un secret qui t'appartient, mais il faut que tu me promettes que tu ne feras plus de visites nocturnes et que tu ne me cacheras plus rien désormais. »« J'étais sûre que tu aurais confiance en moi, » s'écria-t-elle, en poussant un grand soupir de soulagement. « Ce sera comme tu veux. Retournons. Oh, retournons chez nous. » Elle me tirait la manche et nous nous éloignâmes de la villa.
Tout de même, je me retournai pour regarder, et voilà que je revis la figure jaune, livide, à la fenêtre d'en haut. Quel lien pouvait-il exister entre ma femme et cette créature, ou avec la mégère hargneuse que j'avais vue la veille? C'était une énigme peu ordinaire, mais je savais que tant que je ne l'aurais pas résolue, je ne pourrais jamais retrouver la tranquillité d'esprit. Les 2 jours qui suivirent cette scène, je demeurai chez moi, et ma femme parut exécuter loyalement l'engagement qu'elle avait pris, car, à ma connaissance du moins, elle ne sortit pas de la maison. Le 3e jour, cependant, j'eus la preuve évidente que sa promesse solennelle ne suffisait pas à la soustraire à cette influence mystérieuse qui l'éloignait de son mari et de son devoir. J'étais allée en ville ce jour-là, mais je revins par le train de 2h40 au lieu de prendre, comme à l'accoutumée, le train de 3h36. Quand j'entrai chez moi, la bonne accourut dans le vestibule avec un air effaré. « Où est votre maîtresse ?» demandai-je. « Je crois qu'elle est sortie pour se promener, » répondit-elle. Immédiatement, le soupçon se réinstalla dans mon esprit. Je me précipitai en haut pour avoir la confirmation qu'elle n'était pas dans la maison. Je ne sais pas pourquoi. Je regardai dehors par l'une des fenêtres de l'étage et je vis la domestique à laquelle je venais de parler courir à travers le champ en direction de la villa. Alors, bien sûr, je compris ce que cela signifiait. Ma femme était allée là-bas, et elle avait prié la bonne de la chercher si je rentrais plus tôt. Vibrant de colère, je me ruai à mon tour dans le champ. J'étais décidée à en terminer avec ce mystère. J'aperçus ma femme et la bonne qui se hâtaient par le petit chemin, mais je ne m'arrêtai pas pour leur parler. Dans la villa se dissimulait ce secret qui assombrissait ma vie. Je me jurais que quoi qu'il advînt, ce secret serait percé au jour. Quand j'arrivais, je ne frappais même pas. Je tournai le loquet et me précipitai dans le corridor. Au rez-de-chaussée, tout était calme et tranquille. Dans la cuisine, une bouilloire chantait sur le feu. Un gros chat noir était couché en rond dans un panier. Il n'y avait aucune trace de la mégère. Je courus dans l'autre pièce. Elle était vide. Je gravis 4 à 4 l'escalier, mais seulement pour trouver tout en haut 2 autres pièces inoccupées. Il n'y avait personne dans toute la maison. Le mobilier et les tableaux étaient d'un goût résolument vulgaire, sauf dans la chambre à la fenêtre de laquelle j'avais vu l'apparition. C'était une pièce confortable, élégante, et tous mes soupçons s'embrasèrent quand je vis sur la cheminée une photographie en pied de ma femme. Cette photographie, je l'avais prise moi-même, 3 mois plus tôt. Je restai assez longtemps pour être certain que la maison était absolument vide, puis je la quittai, avec sur le cœur un poids épouvantable. Quand je rentrai chez moi, ma femme sortit dans le vestibule, mais j'étais trop peinée, trop en colère aussi pour lui parler. Je ne m'arrêtai pas, et je me dirigeai vers mon bureau. Elle me suivit et entra avant que j'eusse pu refermer la porte. « Je regrette de ne pas avoir respecté ma parole, Jack, » me dit-elle. « Mais si tu savais tout, je suis sûre que tu me pardonnerais. » « Alors, dis-moi tout. »« Je ne peux pas, Jack, je ne peux pas. » « Jusqu'à ce que tu me dises qui a habité cette ville-là et à qui tu as remis ta photographie, il n'y aura jamais de confiance possible entre nous. » Je la repoussai et sortis. Cela se passait bien, monsieur Holmes, et je ne l'ai pas revu depuis. Je ne sais rien de plus. C'est le premier nuage qui assombrit notre union. Il a fait irruption si brusquement que je ne sais pas comment agir pour le mieux. Ce matin, j'ai pensé que vous étiez tout à fait l'homme qui pouvait me conseiller. Aussi ai-je couru vers vous. Je me place sans restriction aucune entre vos mains. S'il y a quelques points que je n'ai pas su rendre clairs, questionnez-moi. Mais par-dessus tout, dites-moi vite ce que je dois faire, car ce malheur est trop lourd pour moi. Holmes et moi, nous avions écouté avec le plus vif intérêt cette extraordinaire déclaration qui nous avait été faite sur le mode saccadé, haché, d'un homme en proie à une émotion extrême. Mon compagnon demeura silencieux quelques instants. Il avait le menton appuyé sur une main. Il pensait. « Dites-moi, » murmura-t-il enfin, « pourriez-vous me jurer que la figure que vous avez vue à la fenêtre était une figure d'homme ? » Les 2 fois où je l'ai vue, j'étais à quelque distance. Il m'est impossible de le préciser. Et toutefois, cette figure vous a frappé d'une façon déplaisante. Elle semblait d'une couleur anormale,
et ses traits avaient une fixité bizarre. Quand je me suis approchée, elle a disparu dans une secousse. « Il y a combien de temps que votre femme vous a demandé 100 livres ?»« Presque 2 mois. »« Avez-vous déjà vu une photographie de son premier mari ?»« Non. » Très peu de temps après sa mort, un grand incendie éclata à Atlanta. Tous ses papiers furent détruits. Et pourtant, elle avait un certificat de décès. Vous me dites que vous l'avez vu ? Oui. C'était un duplicata qu'elle s'est fait établir après l'incendie. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui l'eût connue en Amérique ? Non. A-t-elle déjà parlé d'une envie qu'elle aurait de revisiter l'Amérique ? Non. Reçoit-elle des lettres d'Amérique ? Pas à ma connaissance. Merci. J'aimerais bien réfléchir un peu à cette affaire. Si la villa est en permanence inoccupée, nous aurons évidemment quelques complications à vaincre. Si au contraire, comme je le crois, les locataires ont été avertis de votre arrivée et sont partis avant votre entrée dans la maison, alors ils doivent être maintenant de retour, et la solution du problème est sans doute à notre portée. Permettez-moi de vous donner un conseil. Retournez à Norbury et examinez encore une fois les fenêtres. Si vous avez quelques raisons de supposer qu'elle est habitée, ne forcez pas la porte. Mais envoyez-nous un télégramme. 1 heure après l'avoir reçu, nous vous aurons rejoint et en très peu de temps nous aurons vidé l'affaire jusqu'au fond. Et si la maison est encore vide ? En ce cas, je viendrai demain et nous parlerons de tout cela. Bonsoir. Surtout, ne vous rongez pas le cœur avant de savoir que réellement, vous avez une bonne raison pour cela. Quand mon compagnon revint, après avoir reconduit M. Grant Munro, il me dit « Je crains que l'affaire ne soit pas très jolie, Watson. Qu'en pensez-vous » ? « Elle rend un vilain son, répondis-je. « Oui, il y a du chantage là-dedans, où je me trompe beaucoup. Et qui serait le maître chanteur ? Eh bien, sans doute, cette créature qui habite la seule chambre confortable de l'endroit et qui a sur la cheminée la photographie de la dame. Ma parole, Watson, c'est très attirant, cette apparition de cette figure livide à la fenêtre. Pour rien au monde je n'aurais voulu manquer cette affaire. Vous avez une théorie ? Oui, une théorie, provisoire. Mais je serais bien surpris si elle ne s'avérait pas exacte. Le premier mari de cette femme est dans la villa. Pourquoi croyez-vous cela ? Comment expliquer autrement son angoisse frénétique lorsque son deuxième mari voulait entrer ? Les faits, tels que je les reconstitue, doivent ressembler à ceci. Cette femme s'est mariée en Amérique. Son mari a révélé un jour quelques particularités haïssables, ou, dirons-nous, il a contracté une maladie maudite et est devenu un lépreux ou un idiot. Elle s'est enfuie, a réintégré l'Angleterre, changé de nom et redémarré dans la vie. Toute neuve, du moins elle le croyait. Elle était mariée depuis 3 ans, elle pensait que sa situation était sûre. Elle avait dû montrer à son mari le certificat de décès d'un homme dont elle avait falsifié le nom. Et puis voilà, que son domicile est découvert par son premier mari, ou nous pouvons le supposer par une femme que les scrupules n'embarrassent pas et qui s'est liée à l'invalide. Ils écrivent à madame Grant Munro et la menacent de venir et de la démasquer. Elle demande à son mari 100 livres et s'efforce d'acheter leur silence. En dépit des 100 livres, ils arrivent. Et quand le mari lui annonce par hasard que des nouveaux venus occupent la villa voisine, elle sait déjà que ce sont ses persécuteurs. Elle attend que son mari soit endormi, puis elle se précipite pour essayer de les convaincre de la laisser en paix. Comme elle n'obtient pas gain de cause, elle y retourne le lendemain matin et son mari la surprend au moment où elle en sort. Elle lui promet de ne plus y aller, mais 2 jours plus tard, l'espoir de se débarrasser de ses terribles voisins est trop fort pour elle, et elle se livre à une nouvelle tentative en apportant une photographie qui lui a sans doute été demandée. En plein milieu de la discussion, la bonne accourt pour annoncer le retour de son maître. Sur quoi la femme, sachant qu'il se rendait tout droit à la villa, fait sortir ses interlocuteurs par la porte de derrière et les conduit sans doute à ce bois de pin qui nous a été indiqué comme tout proche. Ainsi, il trouve la maison déserte. Je serais bien surpris cependant si elle était aussi tranquille quand il rentrera ce soir. Que pensez-vous de ma théorie ? Ce sont des hypothèses, sans plus.
Des hypothèses qui au moins collent avec les faits. Quand de nouveaux faits seront apportés à notre connaissance et que ma théorie en collera plus, alors il sera assez tôt pour la reconsidérer. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire d'autre que d'attendre un message de notre ami de Norbury. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Il arriva juste quand nous finissions le thé. La villa est toujours habitée. Ai vu la figure à la fenêtre. Je serai au train de 7 heures, ne prendrai aucune décision avant votre arrivée. Tel était le message de M. Grant Munro. Il nous guettait sur le quai à notre descente de wagon. Les lampes de la gare nous permirent de constater qu'il était très pâle et qu'il frémissait d'une agitation difficilement contenue. « Ils sont encore là, monsieur Holmes, » murmura-t-il en posant une main sur la manche de mon ami. « J'ai vu des lumières dans la villa quand je suis descendu. Nous allons régler tout maintenant, une fois pour toutes. »« Quel est votre plan ?» demanda Holmes, tandis que nous nous engagions dans la sombre route bordée d'arbres. « Je vais pénétrer dans la maison par n'importe quel moyen. De force sans doute. Je verrai par moi-même qui habite là. Je voudrais que tous les deux vous me serviez de témoins. » Vous y êtes absolument déterminé, en dépit de l'avertissement de votre femme. Rappelez-vous, elle vous a dit qu'il valait mieux que vous ne sondiez pas ce mystère. Oui, je suis absolument déterminé. Ma foi, je pense que vous avez raison. N'importe quelle certitude est préférable au doute torturant. Nous ferions mieux de monter tout de suite. Certes, légalement nous nous mettons dans un mauvais cas, mais la cause en vaut la peine. La nuit était très sombre, et une petite pluie commença à tomber quand nous quittâmes la grande route pour tourner dans un petit chemin creux aux ornières profondes. M. Grant Munro marchait très vite. En trébuchant, nous le suivions du mieux que nous le pouvions. « Voilà les lumières de ma maison, » murmura-t-il en désignant une lueur parmi les arbres. « Et voici la villa, que je vais forcer. » Après un coude du petit chemin, la villa se dressa tout près de nous. Une raie jaune qui tombait sur le premier plan obscur montrait que la porte n'était pas complètement fermée. À l'étage supérieur, une fenêtre était largement éclairée. Pendant que nous regardions, une tache noire se déplaça derrière le store. « C'est la mégère !» s'écria Grant Munro. « Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un ici. Suivez-moi, et nous aurons bientôt le fin mot de tout. » Nous nous approchâmes de la porte, mais tout à coup, une femme sortit de l'ombre et se plaça dans le rayon doré de la lampe. Comme elle était à contre-jour, je ne pouvais pas voir son visage, mais elle étendait ses bras dans une attitude de supplication. « Pour l'amour de Dieu, Jack! Non !» cria-t-elle. « J'avais le pressentiment que tu viendrais ce soir. N'entre pas, mon chéri. Fais-moi confiance. Je te jure que tu n'auras jamais à le regretter. » Trop longtemps je t'ai fait confiance, fille. Laisse-moi passer. Il faut que je passe. Mes amis et moi, nous allons éclaircir cette affaire et la régler, une fois pour toutes. Il la poussa de côté. Nous le suivîmes. Il ouvrit la porte. Une femme d'un certain âge accourut, voulut lui barrer le passage, mais il la bouscula et nous grimpâmes l'escalier. Grant Munro se précipita dans la pièce éclairée du haut. Nous entrâmes sur ses talons. C'était une chambre confortable, bien meublée, avec 2 bougies qui brûlaient sur la table et 2 autres sur la cheminée. Dans un coin, penché au-dessus d'un pupitre, il y avait ce qui ressemblait à une petite fille. Elle nous tournait le dos quand nous entrâmes, mais nous constatâmes qu'elle portait une robe rouge et de longs gants blancs. Quand brusquement elle nous fit face, je ne pus réprimer un cri de surprise et d'horreur. Sa figure était d'une affreuse teinte livide, avec des traits parfaitement dépourvus de toute expression. Une seconde plus tard, le mystère fut expliqué. Holmes, en riant, passa une main derrière l'oreille de l'enfant, un masque tomba de sa figure, et nous nous trouvâmes en face d'une petite négresse noire comme du charbon, qui riait de toutes ses dents blanches devant notre stupéfaction. En sympathie avec sa joie, je me mis à rire aussi, mais Grant Munro, une main sur la gorge, cria « Mon Dieu! Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » « Je vais te l'expliquer. » Madame Grant Munro entra dans la chambre. Elle avait un fier visage tragiquement beau. « Tu m'as obligée, alors que je ne voulais pas, à tout dire. »
À présent, il faudra que toi et moi, nous nous accommodions de la vérité. Mon mari est mort à Atlanta. Mon enfant a survécu. Ton enfant? Elle tira de son corsage un médaillon en argent. Tu n'as jamais vu ce médaillon ouvert? Je croyais qu'il ne s'ouvrait pas. Elle toucha un ressort, la face du dessus se leva. Alors apparut le portrait d'un homme, d'une beauté et d'une intelligence frappantes, mais qui portait sur ses traits les signes formels d'une ascendance africaine. « C'est John Hebron, d'Atlanta, » fit la femme de Grant Munro. « Et il n'y a jamais eu plus noble cœur sur la terre. J'avais rompu avec ma race pour l'épouser. Tant que nous avons vécu ensemble, je ne l'ai pas une fois regretté. Notre malheur a été que notre unique enfant ait tiré davantage de lui que de moi. Cela arrive souvent, dans de telles unions, et ma petite Lucie est beaucoup plus noire que son père. Mais noire ou blanche, qu'importe. Elle est ma petite fille chérie, elle sera l'enfant gâté de sa mère. » La fillette, à ces mots, s'élança pour aller se pelotonner dans les jupes de madame Grant Munro, qui reprit. « Je ne l'ai laissée en Amérique que parce que sa santé était fragile et parce que tout changement lui aurait fait du mal. Je l'ai confiée aux soins d'une fidèle écossaise qui avait été notre servante. Pas un instant je n'ai songé à la renier. Mais quand j'ai appris à t'aimer, j'ai eu peur de te parler de cet enfant. Que Dieu me pardonne. Je craignais de te perdre. Je n'avais pas le courage de tout te dire. Devant choisir entre vous deux, dans ma faiblesse de femme, je me suis détournée de ma petite fille. Pendant 3 ans, je t'ai caché son existence, mais la nourrice me donnait de ses nouvelles et je savais ainsi qu'elle était complètement rétablie. Finalement, il me vint un désir insurmontable de revoir l'enfant. Je luttais, me débattis, en vain. J'avais beau supputer tous les dangers, je résolus de l'avoir près de moi, ne fût-ce que pour quelques semaines. J'envoyai 100 livres à la nourrice, et je lui fis parvenir toutes les indications quant à cette villa. De la sorte, elle pouvait être notre voisine, sans qu'il y eût apparemment le moindre lien entre nous. Je poussai mes précautions jusqu'à lui commander de garder l'enfant à la maison pendant le jour, et de la munir d'un masque et de gants, pour que les flâneurs susceptibles de la voir à la fenêtre ne bavardent point au sujet d'une enfant noire dans le pays. Peut-être aurais-je été mieux inspirée de prendre moins de précautions. Mais j'étais folle de peur que tu n'apprisses la vérité. C'est toi qui m'as dit le premier que la villa était occupée. J'aurais sans doute dû attendre le matin, mais je ne pouvais pas dormir, tant cette nouvelle m'avait énervée. Aussi me glissai-je dehors, persuadée que tu dormais, seulement tu m'avais vu sortir et ce fut là le début de mes chagrins. Le lendemain, mon secret était à ta discrétion. Mais noblement tu te contins pour ne pas poursuivre ton avantage. 3 jours plus tard, toutefois, la nourrice et l'enfant eurent juste le temps de fuir par la porte de derrière, tandis que tu entrais par la porte de devant. Et maintenant, ce soir, tu sais tout. Et je te le demande, Jack. Que va-t-il advenir de mon enfant et de moi? Elle se tordit les mains en attendant une réponse. Il ne s'écoula pas moins de 2 minutes avant que Grant Munro ne rompît le silence. Mais quand il formula sa réponse, elle était du genre de celle dont j'aime à me souvenir. Il prit la petite fille, la leva à bout de bras, l'embrassa, et puis, tout en continuant à la porter, il tendit à sa femme son autre main et se dirigea vers la porte. « Nous pourrons en discuter chez nous, beaucoup plus confortablement, » dit-il. « Je ne suis pas un homme parfait, Effie, mais je crois que je suis meilleur que tu ne l'avais cru. » Holmes et moi, nous les suivîmes dans le petit chemin creux. Mon ami me tira par la manche. « Je pense que nous serons plus utiles à Londres qu'à Norbury. » Il ne me souffla plus mot de l'affaire avant que, tard dans la nuit, au moment où il allait pénétrer dans sa chambre, il ne se retourna pour me dire « Watson, si jamais vous avez l'impression que je me fie un peu trop à mes facultés,
et que j'accorde à une affaire moins d'intérêt qu'elle ne le mérite, alors ayez la bonté de me chuchoter à l'oreille, Norbury. Je vous en serai toujours infiniment reconnaissant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les mémoires de Sherlock Holmes. Je crois qu'on a lu la 3e nouvelle de Sherlock. Pour ceux qui notent leur progression dans le livre, on est à 26%. Et pour rappel, je ferai une pause avec Sherlock au bout de la 6e nouvelle. Je ferai ensuite une pause de YouTube. Et je reprendrai un petit peu sur des nouvelles d'Oscar Wilde avant de revenir finir avant de finir le recueil de nouvelles sur Sherlock Holmes, parce qu'en fait 12 d'affilée, ça fait un petit peu trop pour moi, ce qui fait que j'ai peur de me lasser, parce que là déjà sur les premières nouvelles, j'étais pas forcément super fan de tout. Par contre, celle du jour, j'ai vraiment aimé. Mais vraiment, vraiment. Alors, on est donc... Je vais donner juste quelques petites indications parce que ça s'est pas passé de la même manière en France. Mais en gros, Sherlock Holmes... les mémoires de Sherlock Holmes, c'est un recueil de nouvelles qui est paru en Angleterre en 1894. Arthur Conan Doyle, il est né en 1859 à Édimbourg, en Écosse, et il est mort en 1930 à Crowborough, dans le Sussex de l'Est. Donc c'est quelqu'un qui est né après l'abolition de l'esclavage. Je suis sur un article très rapido je vais vous le lire parce qu'il est court. Le 26 juillet 1833, l'Angleterre abolit l'esclavage. La Chambre des communes vote une loi pour l'abolition progressive de l'esclavage dans les colonies britanniques. Le processus d'émancipation est prévu pour se terminer le 1er août 1840. Il est prévu de confortables indemnités pour les planteurs. Super. Au total, 20 millions de livres. Le Premier ministre Whig ou libéral Charles Grey soutient l'initiative. Je rends grâce à Dieu d'avoir vécu un tel jour où l'Angleterre accepte de payer 20 millions de livres sterling pour l'abolition de l'esclavage, déclare William Wilberforce. Celui-ci avait réussi à faire interdire la traite en 1807 et en 1823 participé avec Thomas Fowell Buxton à la fondation de la société anti-esclavagiste, Anti-Slavery Society, à l'origine de la nouvelle loi. 15 ans plus tard, la France, à son tour, abolira l'esclavage dans ses colonies. Donc ça, c'est Hérodote.net, le média de l'histoire. Donc, Arthur Conan Doyle, il est né après l'abolition de l'esclavage. Il est né en 1859. Tout ça pour dire que on peut supposer que les bouquins, les nouvelles étant parues en 1894, on peut supposer que ça se passe à peu près à la même période, ce qui fait que c'est peut-être que les personnes très âgées qui se souviennent de l'esclavage, qui l'ont vécu. Sinon, c'est sans doute transmis un petit peu comme ça, de bouche à oreille, entre les gens... un petit peu comme une histoire un peu qui fait flipper, ou peut-être, selon quelles sont les convictions des personnes, peut-être une espèce de souvenir un petit peu, oh c'est dommage, on gagnait plein de thunes en exploitant des gens. Enfin, vous voyez, un peu ce genre de truc. Mais tout ça pour dire que je trouve cette nouvelle moderne, parce qu'on a une femme qui a choisi d'épouser apparemment un métis, de ce que j'ai compris. Et la fille qu'elle a de ce métis, elle est plus foncée que le papa, qui devait être un peu plus clair. Et donc elle fait tout à fait, entre guillemets, négresse, comme il le précisait dans la nouvelle. Après, il faut du temps aussi pour que le vocabulaire se modifie aussi. Donc, ça a été traduit comme négresse, sans doute parce que c'était negro, il me semble, en anglais. Mais j'ai trouvé en fait cette nouvelle vachement moderne là-dessus, parce que il mentionne en fait
Enfin, la nouvelle mentionne un mariage interracial. Ça mentionne aussi les difficultés de la femme qui a dit qu'elle a tourné le dos à sa race pour épouser cet homme-là. Que c'était qu'elle est très amoureuse, mais elle a l'air aussi très amoureuse du deuxième. Et, et en fait, j'aime bien le fait que ce soit une histoire d'amour qui est donnée à un enfant, que je comprends qu'elle ait voulu cacher, entre guillemets, qu'elle ait voulu cacher son enfant à son deuxième mari parce que bah c'était pas dans les mœurs non plus et je pense que ça l'est pas forcément toujours un siècle et demi après. Mais je trouve ça très bien de le nommer en fait à cette époque-là. Là où Jane Austen, on est quasiment 80 ans avant, il me semble, avec Mansfield Park, l'oncle de Fanny dans Mansfield Park, il a une plantation en Antigua. Et on est avant l'abolition de l'esclavage, donc il a des esclaves à Antigua. Mais c'est à peine effleuré. En fait, si on ne le sait pas, on passe à côté de l'information. Mais après, bon, Jane Austen, elle avait la dénonciation un petit peu molle, un peu, selon certains trucs. Mais bon, c'était l'époque aussi, c'était une femme qui écrivait, etc. Mais donc oui, moi j'ai kiffé cette nouvelle-là parce que je la trouve beaucoup plus moderne. Et je la trouve très très positive aussi dans la réaction du deuxième mari. Et je vous recite ce qu'il a dit à sa femme parce que c'est tellement beau. Il redit à sa femme, en partant avec la petite dans les bras et la femme en tenant la main de sa femme, nous pourrons en discuter chez nous beaucoup plus confortablement. Je ne suis pas un homme parfait, Effie, mais je crois que je suis meilleur que tu ne l'avais cru. Oh, je trouve ça tellement beau. En fait, Sherlock, il a quasiment écrit une romance, là. Bon, en fait, il y a vraiment le code de la romance qui dit que fin heureuse. On n'est pas sur... Ben si, je trouve qu'on est vraiment sur une histoire d'amour. Sur un petit bout d'une histoire d'amour, mais je trouve que même si elle enquête, etc., et qu'on montre à quel point Sherlock, il est formidable, et qu'il sait plein de choses et tout ça, euh, c'était vraiment tourné sur une histoire d'amour. Je vais voir si je peux choper à quel mois ça correspond. La figure jaune, elle est parue en février 1893. Je pense que c'est c'est le recueil qui est paru en 1894. Il y a un commentaire sur, ça fait juste deux petits paragraphes sur la fiche Wikipédia sur la figure jaune, donc sur cette nouvelle. Il s'agit d'une des rares affaires où le pronostic de Sherlock Holmes s'avère erroné, comme le docteur Watson le souligne au début de l'histoire. Je me demande si c'était pas le cas aussi pour l'affaire avec la femme là, comment elle s'appelait? Irene Adler. J'ai un petit doute. Oui, il s'était juste fait doubler sinon. Donc en effet, Holmes déroge à son principe de ne pas bâtir d'hypothèses allant plus loin que les simples faits et s'en voit puni. Mis face à son erreur, le détective fait preuve d'humilité en déclarant à son ami la phrase citée au-dessus. Donc il déclare à son ami: Watson, si jamais vous avez l'impression que je me fie un peu trop à mes facultés ou que j'accorde à une affaire moins d'intérêt qu'elle ne le mérite, alors ayez la bonté de me chuchoter à l'oreille Norbury, je vous en serai toujours infiniment reconnaissant. Cette nouvelle présente un intérêt historique car elle aborde de manière positive le métissage à une époque restant très fortement coloniale. Alors qu'Effie redoute que la fille issue de sa première union avec un homme noir, alors moi il me semble qu'il était métis, de ce que j'ai compris, ne soit rejetée par son second mari, celui-ci l'accepte finalement sans difficulté, en ironisant. Je ne suis pas un saint, Effie, mais je suis peut-être meilleur que vous ne le croyez. Watson, narrateur de l'histoire, qualifie ce comportement comme étant de ceux qu'on n'oublie pas. Bon, alors, je vais mettre une petite hypothèse. C'est paru en février 1893. Donc, est-ce que c'est pas la petite nouvelle de la Saint-Valentin qui va bien? Parce que la première... Décembre, flamme d'argent, ça faisait pas très Noël. On verra avec la dernière nouvelle. Elle a...
Il a dû être un petit peu à la bourre parce qu'il y a l'avant-dernière nouvelle, elle est sur 2 mois, mais la toute dernière nouvelle, le dernier problème, c'est en décembre 1893. Donc on verra. Peut-être qu'il y aura de nouveau une nouvelle de Noël, parce qu'il y a déjà eu le cas dans le recueil de nouvelles précédent. Mais donc, on revient au truc. Je trouvais ça chouette en fait que l'homme il insiste auprès de Sherlock Holmes et de. Bah alors Watson il fait la plante verte comme d'habitude, mais je trouve ça chouette que le mec il ait insisté sur le fait que ma femme et moi on s'aime pour de vrai, mais juste il y a un secret. Alors déjà, pour aujourd'hui, on n'est pas obligé de tout dire à notre conjoint. Hein. Bon, on va pas non plus lui cacher des trucs énormes, mais on n'est pas obligé de tout dire à notre conjoint ou à nos parents ou à nos enfants. Il y a des choses qu'on peut vouloir garder pour soi. Bon là, ça relève quand même de la structure familiale, donc non, là, enfin ça clairement, tu caches pas spécialement un enfant à ton conjoint, c'est trop important. Mais dans la vraie vie de tous les jours, t'es pas obligé de tout dire à la personne avec qui tu partages ta vie. Euh, et l'hypothèse en fait de Sherlock se tenait complètement. Le fait que quelqu'un faisait chanter sa femme. Peut-être. En plus, elle était très émue, etc. Donc peut-être que c'était un mort qui n'était pas mort, ou des trucs comme ça. Et je trouve la nouvelle chouette parce que l'hypothèse en fait de Sherlock se tenait carrément. Mais en fait, la résolution, elle se tient carrément aussi. Elle apporte de l'émotion en plus. Là où j'ai l'impression que d'habitude, dans les nouvelles, c'était moins le cas dans les romans, mais dans les nouvelles, je crois que j'ai pas le temps de m'immerger et d'être en empathie, et là je l'étais. Pas forcément tout de suite, parce on reste quand même dans des trucs qui sont vachement explicatifs avec Grant Monroe qui raconte sa vie, etc. Donc on est un peu sur du tel à fond, parce que le gars il raconte son histoire. On n'est pas dans de l'action à montrer, etc. Et puis même au final, Sherlock, il est vachement passif dans cette nouvelle, mais parce que ça s'y prête. Et le gars, il avait juste besoin, en fait, je pense que le gars, il avait juste besoin qu'on le rassure et qu'on lui dise, bah oui, vous avez raison, il faut que vous alliez voir ce qui se passe. Ça pouvait tout aussi être, honnêtement, une histoire extra-conjugale. Hein. Ça, j'avais pensé aussi. Mais bref, je trouve que c'était une histoire qui était vraiment chouette. Qui est toute douce, qui finit bien, qui est agréable, qui a que du positif, où je pense qu'elle angoissait beaucoup, cette petite dame a raison, parce que 1893, si ça se passe à peu près à la même époque, je, je pense que on peut flipper, sans avoir honte. Hein. Je parle pas de honte, je dis on peut avoir peur de la réaction d'autres personnes si on a un enfant qui n'a pas la même couleur que nous. Parce que ça va pas de soi encore. Quand on est aujourd'hui dans un contexte où il y a des gens qui veulent que les étrangers retournent chez eux, parce qu'ils veulent le travail des Français par exemple, oui, on peut se dire qu'il y a encore du boulot. Mais je trouve que c'est super rafraîchissant de voir ça dans une nouvelle qui a, je calcule, qui a 130 ans. Je trouve ça chouette. Et ouais, franchement, je trouve ça chouette. Je suis très contente de l'avoir lu. Très bien. En fait, c'est vraiment une nouvelle qui me motive à vraiment lire tout Sherlock Holmes avec vous, en prenant le temps. Pour ça, peut-être le prochain recueil dans 6 mois, par exemple. Hein. On va aller se promener dans d'autres plumes, mais peut-être que le prochain recueil dans 6 mois. Pourquoi pas. Bref, j'ai vraiment aimé. Alors j'ai hâte de lire la suite de La Petite Fadette aussi, qui sera demain, où on va se rapprocher gentiment de la moitié, parce que je crois qu'on était déjà à 33%. Je ne sais pas encore ce que je fais comme vidéo mercredi, voir si j'en fais une tout court, parce que en fait, je vous avouerai qu'avec la canicule, nous là on est quasiment à 30 degrés dans l'appartement. Euh,
La nuit, je trouve que ça va parce que je supporte plutôt bien normalement la chaleur, mais en journée, j'ai vachement de mal. J'ai beaucoup de mal, ouais, à partir même de 11 heures ou des trucs comme ça, j'ai envie de dormir en fait. Et ce qui fait que je me traîne, hein. Je me traîne vraiment avec la canicule, j'ai beaucoup de mal. Surtout que je travaille, j'ai une correction qui est en cours, j'ai envie de faire de la création de contenu, j'apprends des trucs et tout ça, donc j'essaye de bosser pas mal, mais j'ai du mal à le faire parce que j'ai envie de dormir. Clairement. Moi, ce matin, je me suis recouchée 2 heures. Hein. Donc, je me suis réveillée. Vous vous demandez quel jour on est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est encore au temps des dinosaures, et puis c'est déjà temps d'aller faire à manger. Donc, mercredi, il y aura peut-être pas de vidéo du coup, si j'ai rien à vous présenter. On verra. Je pensais pourquoi pas faire le mid-year freak-out book tag, un truc comme ça. Donc c'est le bilan de mi-année, qui est plutôt sympa à faire. Mais j'ai l'impression que j'ai pas tant que ça lu, et ce qui ferait que j'aurais un peu de mal à le présenter. À moins que je fasse ce bilan de mi-année en faisant effectivement, en complétant bien ce que j'ai bien lu dans certaines catégories, et en complétant une espèce de pile à lire ou de wishlist ou de trucs comme ça sur des catégories que je ne sais pas avec quoi remplir. On verra. Genre, j'ai trop envie de lire ce livre-là, ce sera sûrement ma déception de l'année. Enfin bref. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite de la petite fadette et on verra pour mercredi si je suis décédée de fatigue et de chaleur. Non, je serai pas décédée non plus, mais j'ai envie de dormir, quoi. J'ai envie de roupiller. Très bonne journée à vous. Salut!